Bonsoir à tous, merci d'être là. Bienvenue au Management Café édition numéro, on ne sait toujours pas, donc on a oublié de compter, donc on ne sait pas. Le Management Café, c'est une initiative du Centre Émile Bernheim. Le Centre Émile Bernheim, le directeur, c'est Pierre-Guillaume Méon. Donc c'est à lui que je vais passer le micro pour commencer, pour qu'il nous rappelle de quoi il s'agit quand on parle du Centre Émile Bernheim, avant d'introduire la question de ce soir. Merci Vincent, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus, je me joins à Vincent pour vous remercier. Ce Management Café, comme le disait Vincent, trouve son origine dans ce que fait le Centre Émile Bernheim. Le Centre Émile Bernheim, c'est un centre de recherche de la faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, qui est une faculté de l'Université libre de Bruxelles. Et le Centre Émile Bernheim a été conçu dans les années 50 par Émile Bernheim, qui était un praticien de la gestion, un entrepreneur en Belgique spécialisé dans la distribution et qui avait une vision qui interrogeait à la fois la vie des affaires et la société, et il a créé ce centre de recherche, le Centre Émile Bernheim, pour encourager des recherches universitaires à la frontière entre la recherche et la pratique sur les questions qui touche à la vie des affaires et à la société. Et aujourd'hui, le Centre Émile Bernheim balaye toute une série de disciplines qui permettent de répondre à ces questions. On a des gens qui travaillent en microfinance, en finance comme ce soir, qui travaillent en marketing, en gestion des ressources humaines. Si vous êtes déjà venu à un Management Café, vous avez eu certainement l'occasion de voir des sujets qui étaient divers. Et l'idée qu'on a eue avec ces Management Café, c'était de permettre à nos membres, aux chercheurs qui au quotidien travaillent sur des sujets qui peuvent sembler obscurs vus de l'extérieur, de partager leur expertise, de partager aussi leur enthousiasme, parce que des sujets qui peuvent sembler rébarbatifs au départ, pour peu qu'on en parle et qu'on le partage, ça peut devenir passionnant, et c'est ce qu'on espère avec ces Management Café. Alors avant de repasser la parole aux invités de ce soir, je voudrais remercier la Fondation Bernheim, sans qui ces événements ne seraient pas possibles, pour deux raisons. Parce qu'elle soutient ces événements, ces Management Café spécifiquement, et qu'elle soutient plus généralement le Centre Émile Bernheim depuis sa création. Donc tous mes remerciements vont à la Fondation Émile Bernheim, sans qui nous ne serions pas là ce soir. Maintenant, mon rôle va être de me taire et de laisser la place au débat, et je rends le micro à Vincent qui va nous présenter nos invités du soir. Merci. Alors moi j'ai effectivement oublié de me présenter, je suis Vincent Giolito, je suis chercheur au Centre Émile Bernheim sur des questions liées au leadership et à la stratégie. Et j'ai oublié de vous remercier, de vous féliciter d'avoir fait le voyage jusqu'à ce nouveau lieu qui est plutôt sympa, et donc qui nous change un peu de nos habitudes de l'avenue Louise. Merci d'être venu jusqu'ici. La question qu'on pose ce soir avec deux experts, comme d'habitude un praticien à qui je passerai le micro en premier et puis un professeur à qui je passerai le micro ensuite. La question qu'on pose ce soir, c'est est-ce que la finance peut servir à faire bouger un peu le capitalisme ? Il n'y a pas beaucoup de doute que l'évolution du capitalisme serait souhaitable, ne serait-ce que peut-être pour éviter certaines inégalités qui deviennent criantes d'après un certain nombre d'études. On pourrait aussi vouloir inviter le capitalisme à se préoccuper de questions majeures, en particulier le réchauffement climatique. Et en même temps, si on part de la logique habituelle que les entreprises sont là pour faire du profit pour le compte des seuls actionnaires, ce qui est quand même une sorte de doctrine dominante depuis un certain nombre de décennies, et particulièrement remise au goût du jour dans les années 80 par Milton Friedman. Donc si on a cette seule perspective, si il s'agit seulement de faire de l'argent, est-ce qu'on peut inviter les entreprises, est-ce qu'on peut inciter les entreprises, est-ce qu'on peut pousser le capitalisme à davantage de responsabilités? C'est une grosse question. Et quel est le rôle que la finance peut jouer là-dedans? Alors mon rôle à moi, c'est pas de parler, c'est de passer la parole. Donc je vais arrêter tout de suite. Je vais d'abord passer le micro. La règle du jeu, vous la connaissez. Quelques minutes pour que chacun de nos invités se présente, chacun, et en même temps présente leur
quelques grands éléments de réponse peut-être aux questions que j'ai lancées là au milieu sur la table. Et puis ensuite, le succès du Management Café, c'est l'interaction. Hein. Quand il y a du monde qui pose des questions, quand il y a du monde qui intervient, quand il y a du monde qui n'est pas d'accord, c'est un Management Café réussi. Donc on compte sur vous pour ce point-là. Notre premier invité, c'est Étienne. Oh, le trou. Je savais que ça commençait par E. Et Étienne de Calataille, qui va nous dire qu'il est cofondateur de Orcadia Asset Management, qui va nous en dire davantage sur sa carrière et qui est directement intéressé à l'investissement responsable. Et puis notre intervenant académique, c'est Hugues Pirotte. Je ne me suis pas trompé de prénom. Hugues Pirotte, qui est presque mon voisin de bureau et qui est professeur de finance au CEB, au Centre Émile Bernheim, et évidemment à la Solvay Brussels School of Economics and Management. Pour commencer, Étienne, se présenter un petit peu et puis quelques éléments de réponse. Merci Vincent, donc Étienne de Calataille. Moi, après avoir travaillé dans le secteur public, à la Banque nationale et puis au Fonds monétaire international et dans les cabinets ministériels, je suis passé dans l'autre monde, si on veut, celui du secteur privé, et où j'ai rejoint la Banque de Grove, qui est la principale banque privée de la place bruxelloise, où j'ai travaillé pendant 16 ans comme économiste, comme macroéconomiste, mais en prenant goût à la finance. Et j'ai quitté De Grove en 2015 et fondé en 2016 avec d'autres anciens une société de gestion patrimoniale qui s'occupe de promouvoir l'investissement responsable, enfin, ou qui n'investit pour le compte de ses clients que de manière responsable. Et voilà, donc ça c'est pour Orcadia et l'aventure que nous avons lancée il y a 3 ans. Alors merci Vincent pour l'opportunité de parler de l'investissement responsable. Donc je ne pensais pas, peut-être que ça reviendra, aborder le volet de ce qu'on appelle la CSA, hein, la responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE. Hein, avec notamment cette question friedmanienne, il faut maximiser le profit et puis c'est aux actionnaires ayant touché un maximum de dividendes de faire avec cet argent ce qu'il leur semble bon de faire, et l'entreprise n'a pas de légitimité à décider de faire autre chose que simplement respecter la loi. Chez Friedman, il y a évidemment quand même la notion de respecter la loi, non mais c'est important d'être précisé. Donc ce côté RSE, je ne vais pas l'aborder. Je pensais prendre les quelques minutes qui me sont données pour parler de ce qu'on appelle l'ISR, l'autre versant si on veut, ISR comme investissement socialement responsable ou investissement sociétalement responsable, SRI en anglais. Et de dire qu'on peut aborder l'investissement responsable sous 2 angles qui pour moi sont parfaitement compatibles mais qui pourraient ne pas l'être. Ces 2 angles sont d'une part un angle sociétal et d'autre part un angle financier. L'angle sociétal, c'est de dire que vous voulez être un acteur de changement et que vous pensez qu'avec votre bel argent, celui de vos belles économies, il y a moyen d'avoir un effet de levier sur le comportement des entreprises, sachant que l'on dit que les entreprises sont un acteur important dans le monde dans lequel on est. Certains vont même à dire que Apple ou Facebook sont plus importants et plus puissants que certains États. Je n'aborderai pas ce débat-là maintenant. Mais donc l'idée, c'est d'utiliser le patrimoine dont on dispose parce qu'on a la chance d'être un particulier ayant une certaine épargne, ou au travers d'un argent institutionnel. On est actif dans une université, on va s'inquiéter de comment l'université investit le patrimoine dont elle dispose. On est actif dans une ASBL, on est actif où que ce soit, ayez des moyens, utilisez cet argent pour faire changer le monde. Est-ce que ça marche ? Oui, mais dans une certaine mesure. Ça ne marche pas spectaculairement, parce que le réchauffement climatique, les dérèglements, la perte de biodiversité, elles sont là. Donc, ce n'est pas encore que c'est tout bon. Mais ce qui marche, c'est qu'il y a eu une étude en 2017 d'un bureau de consultance allemand qui a confirmé la sensibilité des entreprises à ce positionnement sur des questions
environnementale, sociale et de gouvernance. Ce sont les 3 axes habituellement retenus pour l'investissement responsable. La dimension environnementale, c'est celle qui vient vraisemblablement la première à l'esprit, mais il y a aussi la dimension sociale. Pensez par exemple un salaire minimum, les conditions de travail auprès des sous-traitants au Bangladesh, ce genre de choses. Et la 3e dimension, c'est la gouvernance. Pensez par exemple à la diversité dans la composition du conseil d'administration d'une entreprise. Et donc nous avons que les entreprises ne sont pas insensibles à la perception collective de comment elles se comportent en la matière. Il y a des statistiques qui montrent que 70% des entreprises cotées en bourse se disent sensibles et que des décisions au conseil d'administration ont déjà été impactées par ces préoccupations de ce type-là, de comment allions-nous être perçus par la communauté des investisseurs qui prêtent attention à ces considérations ESG, environnementale, sociale et de gouvernance. Donc ça, c'est la dimension sociétale, c'est un levier, c'est modeste, c'est pas ça qui va changer le monde. La manière dont vous manifesterez demain matin, la manière dont vous voterez au mois de mai, la manière dont vous vous comporterez dans votre consommation dans un supermarché ou dans un truc de bio-circuit court, tout ça, ça a beaucoup d'impact et vraisemblablement plus que la finance. Mais pourquoi se priver de ce petit levier s'il est à notre disposition? C'est un petit peu ça l'idée. Deuxième dimension sur laquelle j'aime insister, c'est la dimension financière. En fait, vous le savez, la finance, la bonne manière de l'aborder en matière de placement, c'est le fameux couple risque-return. La conciliation entre le niveau de rémunération obtenu de votre placement et le risque pris pour obtenir ce rendement. Et il ne faut pas déconnecter l'un de l'autre. On s'attend logiquement à ce que celui qui investit à risque obtienne un meilleur rendement que celui qui prête à l'État allemand. Ça semble assez évident. Donc, il faut prendre les deux ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que la théorie financière classique voudrait dire que si vous vous restreignez à investir dans des entreprises qui se préoccupent de E, de S et de G, vous restreignez votre champ de possibilités. Comment est-ce qu'en restreignant le champ des possibilités, on irait faire mieux en matière d'investissement? C'est complètement schizophrénique, quoi. Enfin, c'est pas possible qu'en avec moins de choix, ce serait mieux. Eh bien, pourtant, oui. Pourtant, oui. En tout cas, à en croire les statistiques dont on dispose. Aujourd'hui, on a un historique qui est d'une bonne dizaine d'années où on a une observation empirique établie, région par région, de comparaison entre un investissement générique. Par exemple, vous achetez un panier qui investit en Europe. Et vous investissez dans un mélange de toutes les grosses entreprises, les grosses capitalisations boursières européennes. Ou bien, vous prenez un sous-ensemble de ces entreprises cotées en bourse, qui sont celles qui auront un bon bulletin sur le plan du E, du S et du G, et qui seront avec un label d'être des investissements dits SRI. Eh bien, vous verrez que le sous-panier performe mieux en bourse en moyenne depuis 10 ans que le panier principal. Donc en vous imposant une contrainte, vous faites mieux. Vous dites, mais ça c'est tout à fait contre-intuitif. Mais moi je trouve que c'est pas tout à fait contre-intuitif parce qu'il y a un gars qui est passé avant nous et qui a dit ça, et il s'appelait Ulysse. Ulysse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaché à un mât. C'est complètement con, quoi. Je dirais autant rester libre de ses mouvements. Non, il s'attache à un mât et finalement, il s'en sort mieux que s'il ne s'était pas attaché au mât, s'il ne s'était pas imposé une contrainte. En fait, en vous imposant une contrainte, vous faites parfois mieux. On peut penser peut-être que, d'attacher sa ceinture de sécurité, c'est imposé par l'État, mais finalement, en fait, c'est plutôt mieux pour nous quand même, quoi. Donc, vous ferez les parallélismes que vous voudrez, mais donc voilà, on est avec, sur le plan financier, et je suis trop long déjà, on a en fait une surperformance. En particulier, quand la bourse baisse, on voit que la baisse des indices dits SRI est moindre que la baisse de leurs grands frères globaux qui ne filtrent pas sur la base de ces considérations. Donc, vous avez ce soir de ma bouche le plus beau des messages qu'il m'est le plus agréable de donner, c'est que vous pouvez à la fois faire le bien et faire du bien à votre portefeuille. Si ça, c'est pas formidable. Merci. Voilà. Bon, je vais un peu rebondir là-dessus. Merci parce que finalement, tu as eu une discussion assez académique sur la question. Ça ne se refait pas tout à fait.
Oui, effectivement. Donc, il y a aussi une évolution dans le langage, parce qu'on a beaucoup parlé donc, de SRI ou de SSRI, même en mettant les deux S, Sustainable and Social. Et il y a une évolution du langage vers ce qu'on appelle aujourd'hui les impact investing, qui est une notion, alors on peut l'avoir un peu comme du marketing aussi, parfois, de ce genre de notion. Mais il y a une évolution dans ce sens que, effectivement, les études académiques qui regardent justement l'univers contraint ou pas contraint, c'est parce qu'au fait, au départ, le SRI, ça consistait à mettre des contraintes positives ou négatives sur les actions qu'on pouvait ou pas considérer dans l'univers d'investissement. Avec évidemment des études qui regardaient quel type de contraintes étaient les meilleures, en sachant que bon, on aime toujours mieux des positive incentives que des negative pledges. Ceci dit, effectivement, mathématiquement, si on regarde l'épure la plus pure, on se dit, tiens, mais c'est bizarre, parce qu'effectivement, si j'ai mon optimisation risque-rendement, si je contrains davantage mon système d'optimisation, je ne peux pas avoir un optimum plus élevé que si je ne mettais pas de contraintes. La question était, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait éventuellement quand même des phénomènes qui font que celui qui regarde plutôt des contraintes comme cela s'en sortirait mieux? Alors, pour essayer de reprendre l'histoire des contraintes du mât d'Ulysse, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est oui, effectivement, c'est absurde de dire ça, sauf si on a des petites choses qu'on peut ajouter. Premièrement, toutes ces études sont incapables de montrer que c'est exactement la même population qu'on considère. C'est-à-dire que l'univers qu'on regarde en termes d'investissement dans les large caps, dans les indices boursiers, c'est pas du tout la même chose de dire je vais éviter d'investir dans l'industrie des armements que de dire on va essayer d'investir dans des startups qui de toute façon ne sont même pas cotées en bourse en Afrique. Donc quelque part, on ne compare pas non plus le même domaine d'entreprise ou de possibilités. Donc les gros institutionnels, effectivement, eux regardent à des gros investissements. C'est un peu leur problème d'ailleurs, c'est que c'est bien de trouver des petites opportunités, mais il leur en faudrait des milliers pour pouvoir avoir la même. Et donc, effectivement, au niveau de la vue d'un gros pension fund, ce n'est pas évident d'aller rechercher, sauf si on investit chez des gens qui regardent pour eux, d'aller repérer toutes ces petites opportunités. Il y a aussi une autre chose, et là ça rejoint ce que tu disais avant, il peut y avoir un phénomène d'endogénéité. En ce sens que le fait que il y a deux raisonnements. Le premier, c'est que si tout le monde regarde effectivement plutôt ce genre de critères, il y a une liquidité beaucoup plus importante subitement depuis 10 ans pour les entreprises dans ce domaine-là. Donc forcément, quand on regarde par exemple, ne fût-ce que sur les PME, on sait que les PME non cotées en bourse vont avoir une décote qui peut aller jusqu'à 20% de leur valeur par rapport à une société cotée. Donc rien que ça nous montre qu'il peut y avoir un phénomène lié au fait que l'attention est attirée beaucoup plus vers ces projets-là et ces sociétés-là. L'autre possibilité, c'était qu'on pourrait imaginer qu'il y a un phénomène derrière qui est corrélé au fait à ces critères. Par exemple, imaginons que le fait d'investir avec des contraintes CSR, ou SSR, nous permet d'éviter des extrêmes, des catastrophes extrêmes, parce que finalement, en investissant, je prends un exemple très simpliste, on investit dans des petits paysans qui font du terrassement à l'ancienne et qui donc font qu'à terme, on évite des grands problèmes de rivières de boue qui pourraient dévaler par rapport à l'agriculture beaucoup plus intensive. Quelque part, on a évité une catastrophe indirectement parce qu'en investissant dans l'investissement responsable, c'était lié au fait, c'était corrélé derrière à un phénomène endogène lié à... C'était pas tellement le fait qu'il y ait le critère, c'était le fait que le critère était corrélé avec l'évitement d'extrêmes. Et ce qu'on sait, c'est que les mesures de risque-rendement tiennent pas très bien compte des extrêmes, en fait. Donc en moyenne, on peut faire plus ou moins pareil, mais si en moyenne on fait plus ou moins pareil, mais que tous les 5 ans on évite un grand extrême, on s'en sort à terme bien mieux que le cas contraire. Toutes les mesures de volatilité, etc., sont des mesures assez centrées sur la symétrie autour de la moyenne. Or, typiquement, quand on investit dans des cas un peu spécifiques, on regarde souvent des investissements où il y a un upside éventuellement dans le futur, très lointain,
Et donc, c'est un peu des investissements binaires et qui ne sont pas tout à fait bien représentés par des mesures linéaires qu'on applique à des grosses sociétés. Donc, quand on dit ça marche moins bien ou mieux, la question est quelles mesures utilisez-vous d'abord pour comparer cela? Donc, une certaine relativisation aussi, un peu de recul sur l'enthousiasme de Étienne sur s'attacher à un mât. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous tous, ces questions d'investissement responsable qui rapportent plus et qui en plus font du bien à votre portefeuille et font du bien à la planète? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui? Merci. Je voulais peut-être éventuellement prendre le contre-pied de l'argument avancé ici, qui est que l'ISR pourrait surperformer par rapport à l'investissement traditionnel et se dire, si ça n'était pas le cas, si l'ISR sous-performait pour X ou Y raison, est-ce que vous pensez qu'il pourrait exister des investisseurs qu'on pourrait appeler investisseurs altruistes, qui seraient prêts à sacrifier une partie de leur performance financière pour avoir un rendement de nature non financière et donc potentiellement non chiffrable, non évaluable d'un point de vue financier? Tout à fait. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que l'investissement socialement responsable fait dans la manière dont je les décrivais. J'aurais dû être un petit peu plus précis. Celui qui surperforme, c'est un investissement qui va être dit best in class. C'est-à-dire un investissement qui va néanmoins fournir une très grande diversification dans les portefeuilles. C'est un investissement qui pourrait paraître un peu étonnant, mais par exemple, vous allez trouver dans les investissements ISR de ce type-là, vous allez trouver du pétrole, de la chimie ou des choses comme ça. Simplement, vous allez trouver des entreprises pétrolières qui ont un moins mauvais bulletin sur le plan de l'environnement, des droits sociaux et de la gouvernance. Vous allez trouver des entreprises chimiques qui ont un moins mauvais bulletin sur le plan de l'environnement, des droits sociaux et de la gouvernance, etc., etc. Donc c'est secteur par secteur. C'est important parce que si on ne fait pas ça et qu'on ne tient pas compte des spécificités sectorielles, vous auriez un portefeuille dans lequel vous auriez beaucoup de valeurs technologiques et très peu de valeurs industrielles, parce que forcément que l'industrie, ça va polluer plus que la technologie. Enfin, bien que Google et ses data centers, ça doit être pas mauvais. Enfin bon, mais donc il est important pour avoir ces niveaux de maîtrise du risque et de surperformance d'avoir la diversification. Et donc ce que j'avais en tête comme modèle qui donne une légère surperformance ajustée pour le risque, c'est ce type d'investissement-là. Si vous choisissez de ne faire de l'investissement responsable en investissant que dans de l'éolien et du photovoltaïque, eh bien là, vous prenez un risque de concentration sectorielle qui en fait n'est pas rémunéré. Mais pour revenir mais que vous pouvez néanmoins faire, mais alors pour des raisons éthiques ou de principe. Et j'en arrive à la question qui est posée. Oui, je suis sûr qu'il y a parmi nous et en dehors des gens qui sont prêts à ne pas maximiser le couple risk-return, qu'il y a des gens qui sont disposés à abandonner une partie de ce rendement ajusté pour le risque pour peu que leur investissement soit... Et on en observe des gens qui vont investir dans des coopératives, dans des entreprises de circuits courts, et il y en a plein et c'est très bien. Mais je pense que malheureusement, ici c'est une forme de pragmatisme qui nous a fait faire le choix que nous avons fait. S'il y a ces convaincus, et tant mieux, et pourvu qu'ils le soient, et pourvu qu'ils soient plus nombreux demain matin, il y a une grande partie des gens qui seraient disposés à se soucier d'environnement, de droits sociaux ou de gouvernance, pour peu que ça ne leur coûte pas trop en termes de rendement. Hein. Et donc, nous, on a décidé de s'adresser à ce segment-là, qui est le segment le plus vaste, avec l'avantage d'avoir des effets de masse plus importants. Et allez, pour prendre un exemple, Danone n'est pas beaucoup plus sympathique que Nestlé peut-être, mais de se dire, voilà, il y a Danone, il se préoccupe un petit peu plus. Je cite, l'exemple est peut-être faux et je ne les connais pas. Moi, je ne connais pas les valeurs individuelles. Hein, donc, j'aurais pu dire Solvay par rapport à Umicore par rapport à Solvay ou Deleuze par rapport à Colruyt ou Colruyt par rapport à Deleuze. Je ne les connais pas. Mais donc, l'idée, c'est de se dire que, ce faisant, on va essayer d'avoir une influence sur, imaginons, Danone qui a un relativement bon bulletin, en disant, faites les efforts pour garder votre bon bulletin, mais aussi donner une carotte à Nestlé en disant, si vous faites mieux, si vous rattrapez Danone, vous savez quoi, c'est chez vous que j'irai mettre mon bel argent.
Et quand j'irai investir mon bel argent chez vous, eh bien, votre cours de bourse montera et la valeur de vos stock options montera encore plus. Et ça peut avoir un impact sur la manière dont les décisions se prennent au niveau du management ou au niveau d'un conseil d'administration. Il y avait un petit commentaire aussi sur le fait qu'il y a plusieurs niveaux. Par exemple, on dit souvent que celui qui investit va avoir une volonté sociétale, un impact sociétal. Mais là où on a investi, si on veut que ce soit sustainable, c'est peut-être une mission en fait, entrepreneuriale qu'on veut financer pour que quelqu'un puisse se développer et quand même, dans un monde de marché, pouvoir arriver à continuer son business. Je prends l'exemple, par exemple, de microfinance, c'était HP, je crois, qui en Inde, au fait, a décidé, donc, dans différents villages, au lieu de donner des PC, ils se sont dit, tiens, on va faire autrement, on va former quelqu'un dans différents villages et petites villes, on va former des personnes, leur donner de quoi créer leur premier bureau de conseil en IT, et eux vont essaimer vers d'autres personnes après. Alors, ce HP qui fait ça a une volonté sociétale à ce moment-là, mais elle sait très bien que si ces personnes qu'elle a formées n'arrivent pas à avoir un équilibre financier dans leur activité, ils n'arriveront pas en fait, à perdurer. Et donc, bien que la première motivation ne soit pas nécessairement au tout premier niveau, à terme, il faut quand même qu'il y ait un équilibre qui permette d'avoir un développement durable. Et je pourrais compléter que le problème, c'est toujours, là, je parle d'impact investing avant, on va de plus en plus vers qu'est-ce qui est créé, pas seulement les critères au départ, parce que le SRI, à l'ancienne, c'est un petit peu un top line. On dit, au début, on vérifie si vous passez ou pas le SAS, du choix ou du critère, pour faire simple. Maintenant, aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus bottom line, en disant, quel que soit le moyen ou les moyens que vous utilisez, on va voir quel est l'output à la fin. Et qui dit output, dit encore un output à deux niveaux. On dit l'output en termes, je peux dire, j'ai créé autant d'emplois. Mais encore faut-il démontrer que vous avez créé plus d'emplois que s'il n'y avait pas eu cet investissement-là et que les gens se retrouvent dans une meilleure position qu'avant. Parce qu'il y a eu des cas où on a créé de l'emploi, mais qui était extrêmement esclavisant à certains points, qui n'était pas nécessairement un meilleur emploi que si on n'avait rien fait. Donc il y a l'output et puis il y a vraiment l'outcome. En anglais, on fait la différence entre l'output et l'outcome. Oui. Merci pour ces réflexions et en introduction, disons, ça entre très bien dans les discussions maintenant dans la faculté puisque Sustainable Development est une priorité horizontale. Moi, j'avais une question, disons, à la fois analytique et pratique parce que, et la discussion le montre, il y a beaucoup de dimensions à capturer pour décider quelles entreprises sont incluses ou pas dans ces indices. Et c'est aussi la difficulté, disons, d'un investisseur s'il doit se tourner vers différents indices, de comprendre sur quelle base, disons, la sélection a été opérée. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce point? Parce que c'est important à comprendre. Très certainement. En fait, on pourrait distinguer deux formes extrêmes et puis une intermédiaire. Une première forme extrême, c'est de dire je vais faire moi-même l'examen de la performance sociétale d'une entreprise. Et vous êtes obnubilé, vous ne vous intéressez qu'à une dimension. Moi, je ne sais pas, ça peut être la protection des oiseaux. Eh ben, vous allez voir, tiens, telle entreprise, est-ce qu'elle fait ceci ou est-ce qu'elle ne le fait pas ou bien vous vous intéressez à la fois aux oiseaux et aux baleines et vous allez mesurer le comportement des entreprises par rapport aux oiseaux et par rapport aux baleines. Et vous allez devoir pondérer parce qu'il y a des entreprises qui sont très sympas avec les oiseaux, mais pas super sympas avec les baleines. Qu'est-ce que vous faites, hein? Non, mais c'est ce type et donc,
vous avez vos critères et vous avez votre manière de voir si l'entreprise se conforme ou non à ces critères. Alors il y a bien sûr des difficultés d'accès à l'information et ce type de choses. Hein. Et il y a la difficulté que vous devez de manière explicite exprimer vos préférences. Pour moi, est-ce que les oiseaux, c'est plus important que les baleines, aussi important que les baleines ou moins important que les baleines? Parce que si pour vous, les oiseaux, c'est plus important, vous allez donner peut-être 2/3 du poids aux critères oiseaux et 1/3 du poids aux critères baleines. Hein. Donc ça, c'est la première manière de faire, mais vous voyez déjà la complexité, c'est vous. La deuxième manière extrême, c'est de fier à un prestataire externe. C'est pas vous. Vous achetez auprès de quelqu'un d'autre l'information, ou vous pompez l'information auprès de quelqu'un d'autre. Je dis acheter, mais vous ne devez pas nécessairement l'acheter parce qu'il y a des gens qui vous donnent cette information gratuitement. Par exemple, il y a le fonds souverain norvégien qui nous dit, voilà, ça c'est les dizaines d'entreprises dans lesquelles nous interdisons d'investir pour des raisons X ou Y, et il publie cette liste et c'est mis à jour et c'est gratuit, c'est sur Internet, et vous savez, voilà, quels sont leurs critères et quelles sont dès lors les sociétés qui sont exclues. Mais le plus souvent, vous allez vouloir travailler avec un prestataire qui va être pas uniquement à vous donner une liste d'exclusion de quelques dizaines de sociétés, mais qui va vous dire, mais tiens, au fond, Nestlé, c'est mieux ou c'est moins bien que Danone, hein? Et si vous ne voulez pas faire vous-même le test, vous achetez l'information. Par exemple, nous, chez Orcadia, c'est ce qu'on fait. On l'a fourni au prix d'un prestataire américain qui s'appelle MSCI, qui fait ça, qui a donc choisi 83 critères dans les familles environnementales, sociales et gouvernance, et qui a choisi une pondération qui va évidemment varier d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs où le travail des enfants est plus un risque que dans d'autres secteurs. Il y a la consommation d'eau, ce sera pas le poids ne sera pas le même d'un secteur à l'autre, mais l'idée c'est donc il y a des critères qui sont pour l'ensemble des secteurs, l'ensemble des entreprises, puis il y aura des critères spécifiques à différents secteurs. Ils vont sur la base de cette méthodologie, et après avoir identifié les critères, ils vont mener leur enquête, mais c'est principalement en interrogeant les entreprises. Et donc c'est un peu du tick boxing, hein, c'est dire est-ce que vous faites de l'animal testing, oui, non, est-ce que vous ce genre de choses. Hein. Donc ils collectent l'information et ils pondèrent chacun des 83 critères. Et à la suite de ça, ils donnent le bulletin, dire dans le secteur de l'alimentation, il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 422, numéro 423, numéro 424, à supposer qu'il y ait 424 sociétés alimentaires cotées en bourse d'une certaine taille. Voilà, c'est comme ça que MSCI fait. Et puis vous pouvez faire une formule intermédiaire qui, par exemple, est pratiquée en Belgique par KBC, qui prend son information brute chez un fournisseur externe. Ils la prennent aussi chez MSCI en l'occurrence, mais c'est eux-mêmes qui vont faire la pondération. En disant, mais nous, on a une sensibilité plus exacerbée à tel critère plutôt qu'à tel autre, et donc nous allons nous-mêmes faire la pondération. Je vais me permettre d'être un petit peu critique par rapport à cette troisième approche, c'est que en fait, vous vous exposez au risque d'avoir une pondération qui est biaisée par des intérêts particuliers. Par exemple, je ne veux vraiment pas ici accuser KBC, j'ai du respect, c'est un de nos prestataires, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous exposer un petit peu la difficulté conceptuelle. Imaginez que Bekaert soit un très très bon client corporate de KBC. Dire que KBC vienne avec un rapport en disant Bekaert, non, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas ISR, je vous back, c'est un peu délicat. Donc on pourrait les soupçonner d'être tentés de dire oui, Bekaert, sur le plan de la gouvernance, ils sont très très bons. Alors là, on va mettre un maximum de poids sur la gouvernance et ils sont mauvais sur l'environnement, alors on met un très faible poids. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils font, hein. Comprenez-moi bien, mais il y a une forme de possibilité de suspicion. Ça, c'est le volet négatif. Le volet positif, c'est qu'ils vont pouvoir mettre les accents là où il les semble. Tandis que nous, on l'achète à une société américaine qui a peut-être d'autres sensibilités que nous sur l'importance de la diversité des genres dans le conseil d'administration, sur l'importance... Donc, nous ne serons peut-être pas alignés en termes de poids. Voilà comment ça fonctionne usuellement. Oui, aussi sur la difficulté de repérer les initiatives qui donneraient un poids, qui rendent ou qui manifestent qu'une entreprise, donc un véhicule d'investissement
investissement devient socialement responsable. Oui, bon, il y a effectivement beaucoup de volonté, notamment dans le milieu anglo-saxon, de venir avec des ratings, comme on le fait pour d'autres choses, avec parfois l'idée que subitement on découvre que quelqu'un qu'on avait dit qu'il ne ferait jamais d'animal testing, subitement on découvre qu'au Sri Lanka c'est le cas, et alors c'est l'horreur absolue parce qu'on croyait que le critère était filtrant. Bon, ceci dit, il y a beaucoup de gens qui regardent les critères, mais pas beaucoup de gens en fait qui sont des primary analysts. Hein. Il y a beaucoup de secondary analysts, mais il n'y a pas beaucoup de primary analysts finalement, peut-être, où tout le monde va se fournir chez le même. Il y a aussi un phénomène que, bon, si on prend effectivement les mêmes critères, les mêmes pondérations, on a l'avantage qu'on sait que, moi je me rappelle dans les années 90, j'avais un ami qui travaillait dans une salle de trading, et il recevait tous les lundis matins un fax à l'époque, avec 40 pages de Goldman Sachs. De nouveau, je n'ai rien contre Goldman Sachs, mais ceci étant dit, il recevait ce fax et il disait « Quoi qu'il se passe, ce que je sais, c'est qu'il y a des milliers de salles de trading au monde qui reçoivent le même fax le lundi matin. » Et donc, quelque part, je sais que en moyenne, si j'achète directement certaines des valeurs mentionnées, en moyenne, même si c'est stupide, en moyenne, je fais quelques pourcents de rendement sur la chose. Donc, quelque part, il y a un engouement et qui sommes-nous alors à ce moment-là, on pourrait se dire, pour venir avec une autre pondération que celle que tout le monde regarde. En fait. Voilà. Mais par contre, effectivement, on a beaucoup plus de tentatives aujourd'hui de regarder vraiment l'impact investing en termes d'outcomes. Mais alors là, la question est, est-ce que c'est réservé à des gens qui vont sur le terrain? Et bon, là, je côtoie une série d'entre eux sur Genève. On voit beaucoup de family office, de familles fortunées qui maintenant, au lieu d'être juste la banque interne de famille, disent on va créer un fonds d'impact investing, mais ils sont sur le terrain. Donc, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'un institutionnel puisse avoir la possibilité d'aller au cas par cas sur le terrain lui-même, parce qu'il a besoin, évidemment, d'un volume d'affaires beaucoup plus important. Oui, d'une certaine façon, ça répond aussi un peu à la question de tout à l'heure sur les gens qui sont éventuellement motivés par une rémunération peut-être éventuellement moindre, mais en revanche un respect plus strict des critères d'impact. D'autres questions, d'autres interventions? Personne pour protester, personne pour... Bah ouais. J'ai plusieurs questions. Je vais commencer par la première, une question très générale qui me vient quand je vois les étudiants qui vont manifester tous les jeudis. Que faire au niveau de nos édiles à l'approche des élections pour que le programme d'enseignement inclue l'éducation financière? Parce qu'on voit encore des gens j'ai connu des anciens collègues qui travaillaient chez Fortis et qui étaient censés être éduqués et qui avaient mis la quasi-totalité de leur patrimoine en actions Fortis, des actions de bon père de famille, Dexia identiques. Il y a encore des gens qui se font piéger quand ils voient des publicités, de l'investissement sans risque en diamant de 8% alors que le Bund est à moins d'1%, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les programmes d'enseignement à minima secondaire en Belgique? Ce sera ma première question. Tu réponds en premier aux belles questions. J'ai une réponse un peu à côté. D'abord, j'ai revu des anciens étudiants d'il y a 20 ans. Je ne suis pas convaincu que c'est juste une question d'ignorance ou d'éducation qui n'inclut pas assez de finances, parce que je pense que le milieu dans lequel vous êtes a beaucoup d'influence sur comment vous faites les choses. On a vu un tas de choses, on parle des scandales comme le Libor, etc. Et on se dit comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Mais les gens qui sont toute la journée dans ce milieu-là, avec ces contraintes-là, dans cette ambiance-là, on finit par voir des très très bons étudiants qui étaient extrêmement bons en finance et qui auraient dit le principe de no free lunch, on le connaît, de la diversification. Mais une fois qu'ils se retrouvent dans un environnement professionnel qui est très fortement embarqué dans une direction et avec beaucoup de stress aussi dans leur travail, on les retrouve un petit peu brainwashés dans une autre direction parfois. Donc
Malheureusement, je croyais aussi qu'au départ, c'était une question d'ignorance uniquement, mais il y a du génotype et du phénotype, et le phénotype est modifié au fur et à mesure des expériences que l'on a. Et donc ça, c'est très important. Je pense que l'éducation est évidemment fondamentale, c'est une évidence, et que l'éducation financière a un rôle à jouer. Bon, je crois simultanément qu'on demande déjà beaucoup à l'école, et donc il faut être prudent avant d'aller encore surcharger. On entend certains dire qu'il faudrait que l'école apprenne le permis de conduire, que l'école fasse ceci. Non, mais c'est vrai. Et un chômeur sur 2 en Wallonie n'a pas son permis de conduire. Avoir son permis de conduire est souvent un élément. Voilà. Oui. Donc il y a donc il y a des considérations multiples. Mais je pense que oui. J'entendais, je ne connais pas la source. J'entendais dire qu'en Belgique, une enquête avait montré que 83% de la population n'avait pas une idée un tant soit peu précise de ce que c'était un taux d'intérêt. Donc il y a vraiment un souci. Hein, et le côté compounding, les gens sont juste perdus. Donc il y a effectivement à aider. Je pense qu'une manière simple de le faire, ce serait que dans un cours de maths, on prenne systématiquement des exemples appliqués au monde de la finance, et ce serait une manière de faire prendre conscience de la chose. Il y aurait peut-être de belles synergies. Je crois qu'il faut tabler sur l'éducation, bien entendu, mais je pense qu'à côté, il faut bien entendu aussi envisager la voie réglementaire. Si aujourd'hui des gens se font abuser, c'est parce qu'ils ne sont pas assez bien formés, mais c'est parce qu'on tolère encore des choses qu'on ne devrait pas tolérer. Il y a encore aujourd'hui des publicités qui sont des invitations à biaiser, enfin qui biaisent les choses de telle manière que pour moi elles sont intellectuellement malhonnêtes. C'est de l'escroquerie. Alors, les formes les plus extrêmes sont interdites. Mais je vois, il y a une feuille de boursière qui dit, ça s'appelle l'investisseur, il dit, nous, on fait du 9%. Et l'air de dire, chez nous, c'est du 9% garanti, quoi. Je trouve que, selon ma conception des choses, une publicité telle que celle-là ne devrait pas être autorisée. Il y a encore d'autres choses. Si beaucoup de gens se sont retrouvés avec des portefeuilles mal investis, c'est parce que ceux qui étaient supposés leur donner des conseils ne donnaient pas des conseils, mais veillaient à leur propre intérêt. Et donc je pense que dans la structuration des rémunérations des membres de ce secteur-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment éviter que le conseiller n'ait pas un bon alignement d'intérêt avec le client. Et donc il y a encore beaucoup à faire pour aller davantage dans le sens. Aujourd'hui, votre conseiller, le plus souvent, va gagner plus si vous prenez du risque que si vous investissez de manière prudente, parce que les produits à risque sont des produits plus margés que les produits prudents. Et ce qui est une invitation à ce que votre conseiller ne vous conseille plus ce qui est bon pour vous, mais ce qui est bon pour lui. C'est le mettre dans une situation de tension intérieure. Donc je pense que ce serait sage de la part de l'autorité d'avoir des dispositifs dans lesquels il n'y a pas cet employé de banque qui se retrouve poussé à vous faire prendre des risques additionnels parce que c'est bon pour lui. Ça n'était que la première. J'en ai d'autres, mais chacun son tour. Oui. Je voudrais revenir à la question qui avait été posée au début du débat, c'est-à-dire est-ce que la finance peut aider à faire bouger un peu le capitalisme. Dans ce que vous venez de dire, en fait, on ne parle pas du tout de ça. Vous parlez d'investissements qui sont un peu plus responsables, mais qui au final enrichissent toujours ceux qui ont l'argent et donc qui contribuent de toute façon à une augmentation des inégalités. Du coup, la question qu'il faudrait se poser, ce serait pas plutôt comment revoir notre manière d'investir, comme par exemple le principe des fair share ou des trucs comme ça, plutôt que investir dans ce qui est un peu mieux que le reste. Voilà une question qu'elle est bonne. Tout d'abord, là je connais une family office, c'est des enfants de familles industrielles suisses, assez fortunés. Ils ont décidé de créer un fonds et de mettre leur argent patrimonial en disant papa et maman c'est très sympa, mais la banque à l'ancienne des trois familles, on veut plutôt faire quelque chose à impact. Est-ce qu'ils vont s'enrichir davantage ?
probablement, s'ils réussissent, il faut savoir qu'il y en a 2 d'entre eux qui sont en Amérique latine en permanence, en train de circuler, d'aller voir des agriculteurs, des paysans. Si à la fin, ils s'enrichissent davantage, bon, quelque part, il y a un risque return aussi. Ils ont pris des risques énormes. Ils vont dans des endroits qui sont absolument insecure. Mais ils auront contribué quand même à ce qu'il y ait une réduction probablement de la misère, de la pauvreté de certaines personnes là-bas. Pour le reste, ils s'enrichissent davantage, mais qui réinvestissent et qui créent des fondations et qu'ils alimentent le système. Jusqu'à présent, on n'a pas du tout démontré que le privé était moins bon ou meilleur que le public on a plutôt tendance à croire que parfois, aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup de questionnements qui se passent sur des grosses institutions, qu'on ne citera pas, à cause du fait qu'on se demande si on met 100 chez eux, combien va se retrouver exactement dans la poche du paysan en question, in fine à la fin. Et je pense que certaines de ces personnes, elles veulent s'assurer qu'effectivement, bottom line, il y ait un impact sur le terrain. Alors je ne pense pas que ce soit une question de... Après, bon, la redistribution peut se passer par toute une série de canaux. Et la question, c'est de savoir, est-ce que les gens qui sont fortunés, effectivement, est-ce qu'ils ont envie de participer, en fait. Je ne pense pas qu'on doit confisquer à des gens riches en se disant on pourra le faire mieux qu'eux. Je pense qu'il faut surtout s'assurer que, quelle que soit la source et qui détient l'argent, cet argent participe à la roue, en fait, et ne soit pas thésaurisé, effectivement, sans production de bien-être pour d'autres. Pour ma part, je suis à la fois d'accord et pas du tout d'accord avec vous, donc ça c'est facile. Je suis d'accord avec vous dans ce sens que, effectivement, je pense que l'investissement responsable, dans la manière dont j'ai parlé ce soir, c'est pas ça qui va changer la face du monde de manière un tant soit peu radicale. Je pense que ça va infléchir la manière dont un certain nombre d'entreprises se comportent et que la somme de ces infléchissements ne changera pas le monde dans sa manière de fonctionner. C'est pas ça qui va faire en sorte que demain la distribution des revenus, les émissions polluantes, la perte de biodiversité soit fondamentalement différente de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc en ce sens, oui. Et dans ma petite intervention là, initiale, j'ai dit c'est un petit levier, c'est un petit changement. Il y en a d'autres qui sont bien plus importants. Je vous ai dit notamment la façon dont vous allez voter. Là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que vraisemblablement que nous ne voterons pas de la même manière. Parce que, je ne sais pas comment voter et je sais plus ou moins comment moi je vote, mais je veux dire par là la chose suivante. N'attendons pas de l'investissement responsable qu'il fasse cela. Si on a un souci avec la manière dont la distribution de la valeur ajoutée est effectuée aujourd'hui, eh bien, c'est d'autres canaux qui nous y amèneront. Ne demandons pas, je pense, ou n'espérons pas que ce soit la personne fortunée aujourd'hui qui, en se disant « je vais investir chez Danone plutôt que chez Nestlé », va faire une pression pour que Danone donne beaucoup moins de bénéfices. Non, ce qui l'intéresse, c'est que Danone fasse des bénéfices tout en se préoccupant davantage de l'environnement, des droits sociaux et de la gouvernance. C'est ça qui va intéresser le gars ou la dame qui va aller mettre ses sous chez Danone en se disant « c'est mieux Danone » ou « c'est moins mal Danone que Nestlé ». Mais si vous, votre préoccupation, c'est le taux d'imposition des sociétés multinationales, si vous, votre préoccupation, c'est la stagnation du pouvoir d'achat des salariés américains depuis 35 ans, si vous, votre préoccupation, c'est ce genre de choses, c'est pas par l'investissement responsable qu'on y arrivera. On fera des choses sympathiques et même plus que sympathiques. Par exemple, vous savez, 2013, Rana Plaza, Bangladesh, il y a un immeuble qui s'effondre, 1200 morts, et là-dedans, on voit des sous-traitants de boîtes comme Benetton ou Carrefour. Bon, si avec l'argent dont nous disposons, nous sommes prêts à sanctionner les entreprises qui ne s'assurent pas que leurs sous-traitants aient vérifié les conditions minimales de production, eh bien, oui, il y aura un effet sur les conditions de travail au Bangladesh du fait que nous soyons préoccupés de mettre notre argent chez Carrefour plutôt que chez Delhaize ou l'inverse. Autre question ? Moi, j'ai une question, je ne sais pas si elle est technique ou philosophique. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la démarche binaire de l'investissement responsable, qui est un peu celui que vous avez présenté, c'est-à-dire votre entreprise est verte, donc j'achète des actions,
et je vais en récupérer un certain return. Et donc, je juge, moi investisseur, je juge votre entreprise plus verte que les autres et donc j'achète. Ça, c'est binaire. Si vous n'êtes pas vert, j'achète pas. Vous êtes vert, j'achète. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième raisonnement dont je vois quelques manifestations peut-être anecdotiques, qui consiste à dire, moi investisseur, spécialement gros investisseur, j'achète de vos actions, même si vous n'êtes pas très vert, mais je vais vous enquiquiner jusqu'au trognon pour que vous deveniez vert. Et la manifestation la plus spectaculaire que je vois dans les dernières semaines, c'est que le conseil de direction, donc le management, le CEO et le comité exécutif de Shell, a été obligé d'accepter par son conseil d'administration, lui-même poussé par des investisseurs, le CEO et le comité exécutif de Shell ont été obligés d'accepter que leur rémunération soit indexée sur des objectifs de réduction des gaz à effet de serre chez Shell. Chez Shell. Pas chez... je sais pas chez Biocop. Hein, chez Shell. Donc chez Shell, voilà. Donc, est-ce qu'on doit compter sur investir, pas investir ? Est-ce qu'on doit compter sur des activistes de l'environnement parmi les actionnaires ? Et puis peut-être que les deux sont possibles aussi, mais qu'en pensez-vous ? Alors, en fait, il y a de multiples manières d'être un acteur de changement. Je l'avais indiqué avec les manifestations, notre consommation, nos votes, etc. etc. Et même par rapport aux attitudes aux entreprises, on peut ou bien être des actionnaires actifs et être présent dans les assemblées générales, se faire entendre, porter des questions. Si vous n'êtes pas actionnaire, vous ne poussez pas la porte de l'assemblée générale, donc c'est plus difficile de se faire entendre. C'est une stratégie. Et une autre stratégie, c'est de donner une forme de récompense aux entreprises qui ont ce meilleur ou ce moins mauvais bulletin. En les récompensant, vous vendez vos actions Exxon et vous achetez des actions Total parce que Total a un meilleur bulletin sur le plan environnemental que Exxon. Ce faisant, à la marge, ça fait une petite pression à la baisse sur le cours de Exxon et une petite pression à la hausse sur le cours de Total. Et quand on sait qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a $1 sur 9 qui est investi de manière plus ou moins responsable, c'est à la marge, mais c'est un petit peu plus qu'à la marge. Ça peut être un petit peu significatif. Donc ça peut avoir un petit effet sur le cours de bourse et sur la valeur des options. Et on sait que le management n'est pas insensible au cours de bourse. C'est une autre manière. Il n'y a pas à dire je vais faire de dire que l'un est bien et l'autre est mal. Je pense que les deux sont des voies pour être entendus. Aujourd'hui, la voie dominante qui semble se dessiner, c'est la seconde, c'est d'aller acheter ceux qui font moins bien et vendre les actions de ceux qui font moins bien. Et voilà, je pense, nous on s'inscrit dans ce mouvement-là, mais on pourrait très très bien argumenter, et heureusement s'il y a des gens qui pensent autrement et qui poussent la porte des assemblées générales de ceux qui ont des mauvais bulletins, les Exxon et compagnie, pour porter une voie du changement. Mais c'est pas parce que quelqu'un fait autre chose, vous pouvez faire, je sais pas moi, votre potager, pendant que quelqu'un d'autre a une autre action positive sur l'environnement. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Moi, j'ai une analogie avec le Venezuela pour le moment. On a des Vénézuéliens expatriés qui font pression sur le gouvernement pour aider le Venezuela depuis l'extérieur. Et puis, il y a ceux qui restent à l'intérieur qui disent « vous êtes sympa, vous êtes à l'extérieur, mais entre-temps, nous, on doit se bagarrer tous les jours ici. » Mais il faut les deux, au fait. Il faut les deux pour faire bouger les choses. Donc, ce n'est pas mutuellement exclusif. Et l'actionnariat un peu activiste vert, on peut dire, donc aujourd'hui, pour prendre le secteur pétrolier, qui est un secteur emblématique, il continue d'investir, et c'était dans The Economist de la semaine d'avant. C'est sûr qu'ils ont augmenté significativement, et en termes de pourcentage, c'est spectaculaire ce qu'ils font en matière d'investissement renouvelable. Mais enfin, l'essentiel de leurs activités, ça reste que du fossile, et du fossile parfois, en ce compris le fossile non conventionnel du type le plus polluant. Donc, mais par exemple, est-ce que c'est tout à fait un hasard si aujourd'hui, quand Trump, enfin il y a quelques mois, quand Trump a annoncé
annoncé le retrait des États-Unis de la COP 21, que le patron de Exxon, qui avait la pire des réputations hein, parmi les majors, parmi les grands, non mais voilà, c'était ceux qui étaient vraiment perçus comme ayant zéro souci sur le plan environnemental. Royal Dutch, BP, Total essayaient de quand même ici ou là. Mais Exxon était perçu comme étant ceux qui s'en contrefoutaient. Eh bien, le patron de Exxon a dit qu'il considérait que c'était une erreur de se retirer de la COP. Donc voilà, est-ce que c'est cheap talk? Est-ce que c'est... Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des inflexions. Peut-être qu'en termes de stratégie, hein, si ici ce soir parmi nous, il y a des anticapitalistes, ils diraient, en fait, il ne faut surtout pas faire l'investissement responsable. Il vaut beaucoup mieux que les entreprises continuent de se comporter la pire des manières, et c'est ça qui a provoqué une sorte de révolution, de révolte populaire contre... Et que l'investissement responsable, c'est une forme d'accommodement qui ne va faire que prolonger la vie du capitalisme en le rendant moins insupportable. Hein. Il y aura vraisemblablement des gens qui auront cette attitude stratégique et je ne sais pas leur dire si qu'ils souhaitent c'est l'avènement d'une autre société, s'ils ont raison ou tort en termes de stratégie. L'idée ici n'est pas d'exclure ce mode de pensée-là, mais je pense que l'investissement responsable amène des entreprises à agir un peu différemment de ce qu'elles faisaient hier ou avant-hier. C'est une stratégie lente, c'est du tempéré, c'est de l'eau tiède, j'entends tout ça. Mais c'est peut-être mieux de l'eau tiède que rien du tout. Moi, je suis à penser que l'eau tiède, c'est mieux que du rien du tout. Mais voilà, il y a certainement matière à débat. L'un peut entraîner l'autre parce que quelque part, alors après il y a une discussion, j'ai déjà vu une discussion avec pas mal de jeunes gradués, on se pose la question de savoir si il y a une question de légitimité dans l'action en fait. Certains vont dire oui mais ils le font pour des motifs purement marketing. Et puis d'autres vont dire oui d'accord mais in fine, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils le font, entre-temps ça fait avancer la chose. Et donc on pourrait imaginer que chez Shell, c'est pas tellement nécessairement peut-être le fait qu'ils veulent être plus socialement responsables, mais ou plus verts, c'est peut-être que leur major shareholder est pas content qu'il y ait une décote à cause du fait qu'il ne soit pas bien raté. Il leur dit écoutez, il serait quand même temps que... Donc voilà, quel était le motif ultime de leur motivation ? Oui, voilà, ça c'est encore une question qui va beaucoup plus loin. Maintenant, ce qui est sûr, c'est vrai, et je vois dans la nouvelle génération qui arrive, je le vois parce que je conseille pas mal de jeunes, notamment dans l'emploi, ils me disent tiens, j'aimerais bien travailler quelque part, donc je connais un bon nombre, et je vois que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté aussi de plus de vérité dans l'action quand même. C'est-à-dire qu'on cherche quand même un espoir quand même que la volonté soit la volonté réelle de faire avancer les choses et pas simplement parce que indirectement ça a un bénéfice financier. Qu'est-ce qu'ils en pensent les jeunes là qui sont avec nous? Bonsoir monsieur, mon nom c'est Marina Moncon, je suis étudiante en microfinance à Solvay. Je voudrais bien vous demander quelque chose. Vous avez parlé d'éducation financière. Quand on essaie de voir un peu l'éducation financière, on peut essayer de comprendre, de savoir si c'est la finance plus. D'abord, ma première question est de savoir si est-ce que l'éducation financière est la finance plus. Et encore, vous avez parlé de l'investissement responsable. J'aimerais savoir si vous pensez que les personnes qui investissent dans la microfinance, est-ce que c'est responsable? Ceux qui passent à travers les MIV, qui sont les... vous connaissez. Donc, j'aimerais savoir si, la seconde question, si ceux qui investissent dans les microfinances, c'est un investissement responsable. Merci. Malheureusement, pour la première partie, Finance Plus, je ne sais pas ce que recouvre ce concept. Malheureusement, là, je ne vais pas être à même de répondre à votre question. Pour la seconde dimension, une fois encore, ce qui est responsable, c'est ce que vous considérez comme responsable. Ce n'est pas à moi à vous dire ça c'est responsable, ça c'est irresponsable. L'État
peut dire j'interdis ceci, j'encourage cela. Vous, chacun individuellement, peut se dire voilà, moi je considère que c'est responsable de rouler dans une voiture hybride. Et puis il y a des gens qui peuvent me dire Étienne, dans ta voiture hybride, c'est tout à fait irresponsable de rouler dans une voiture hybride. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que c'est très difficile. A priori, la microfinance entrera bien entendu dans les démarches de finances responsables. En fait, il y a microfinance et microfinance, vous le savez vraisemblablement. Mais alors, ça me donne envie de reprendre cette gradation. Dans l'investissement responsable tel que moi je l'ai abordé, ce qu'on appelle là le best in class, au sein de chaque secteur, on prend ceux qui sont les moins mauvais élèves de la classe ou les meilleurs élèves de la classe. Donc là, on va avoir un rendement, j'ai dit, marginalement meilleur quand on l'ajuste pour le risque par rapport à un investissement classique. Et puis, vous pouvez vous passer, il y a une catégorie qui va offrir un rendement ajusté pour le risque un petit peu moindre, mais avec un impact sociétal plus fort. C'est l'impact investment. Au sein de l'impact, vous pouvez encore avoir un sous-ensemble qui va être impact first. Ça veut dire que là, l'investisseur va se préoccuper d'abord de l'investissement. Il veut un petit rendement, c'est pas du don, c'est pas un crédit 0%, mais la préoccupation d'impact est plus importante. Et puis, il y a des gens qui vont aller dans le crédit 0%, et puis il y a des gens qui vont aller dans le don. Donc, vous voyez, il y a une échelle de gradation dans le rendement, partant du rendement le plus normal jusqu'au rendement le plus faible. Le don, ça, c'est juste, c'est même pas le rendement zéro, c'est le rendement infini négatif, quoi. Donc, vous avez cette gradation selon les modalités d'opération de votre microfinance, parce qu'il y a des opérateurs de microfinance qui sont lucratifs, donc, mais a priori, ça rentrerait. Il n'est pas là, mais je citerai Luc Sonneveld, le patron du bras d'investissement opérationnel dans le secteur privé de la coopération au développement en belge, de bio. Eh bien, enfin, ça a changé de nom maintenant, je ne sais plus comment, peu importe. Eh bien, il dit, pour moi, un investissement en Afrique subsaharienne, c'est un investissement responsable. L'air de dire, quoi qu'on fasse, c'est cet import d'argent, cette génération d'activité, cet emploi que ça va être généré, ce sera avec un retour sociétal positif. C'est un point de vue. Il y a d'autres gens qui disent ça ne va pas du tout aller investir dans une centrale électrique au Congo, ce n'est pas du tout responsable, sauf si une centrale éolienne ou du photovoltaïque, là oui. Mais, vous voyez, donc il y a de nouveau, on retombe sur la difficulté ou en fait l'impossibilité de définir ce qui est responsable, en ce sens que c'est ce qui va au-delà de la loi. Et c'est pourquoi il est extrêmement difficile d'imaginer que demain il y aura une certification officielle de ce qui est responsable et de ce qui ne l'est pas. J'ai même allé jusqu'à vous choquer peut-être en disant je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas que demain l'État me dise ça c'est responsable, ça c'est pas responsable. J'attends de l'État qu'il m'oblige à faire certaines choses, qu'il m'interdise de faire certaines choses, qu'il m'incite à... Mais je pense que dire ça c'est responsable, ça c'est irresponsable, je pense que ce serait dans le chef des pouvoirs publics aller un pas trop loin. Luc, sur la microfinance peut-être ? Oui, ce serait un pas trop loin parce que quelque part, dès le moment, et là pour relier ça à un sujet qui est lié à ceci, c'est que dès le moment où vous dites ça c'est responsable et ça l'est pas, il faut être en plus certain de pouvoir mesurer que c'est bien le cas sur le terrain, parce qu'alors vous avez une responsabilité vous-même morale d'avoir désigné ça comme étant responsable ou pas. On le voit au niveau de l'éducation avec les étudiants. Tous les jours, je me pose la question, quand un étudiant me dit est-ce que je peux faire ça ou ça, je me dis bon, qui suis-je moi pour lui interdire de faire ça ? Et si je lui dis qu'il faut faire ça, j'ai intérêt à être sûr de mon coup, parce que j'ai une responsabilité maintenant morale d'avoir fait un choix à sa place. Et donc ça, c'est assez important. Or, un gros problème qu'on a, notamment dans tout ce qui est relié au climat, au niveau sociétal, c'est qu'on est très 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 peu connaisseurs, on n'a pas vraiment la maîtrise de l'impact net qu'on va avoir. Il y a un tas d'actions qu'on fait aujourd'hui, en voulant bien faire, mais où au fait l'impact peut être extrêmement néfaste. Je prends un exemple, vous avez une personne qui est à la retraite aujourd'hui à Bruxelles, pour prendre un exemple d'ici, vous avez une personne qui était à Bruxelles à la retraite, un retraité qui a une voiture qui date de Euro 2, donc très polluant,
mais qui sort une fois par semaine faire ses courses. Vous dites, il est clair qu'on va aider ces gens à changer de voiture, ou on va leur interdire carrément. Donc, ils devront racheter une voiture. La production d'une voiture, au fait, même aux normes les plus modernes, va en CO2 consommer bien plus que les quelques rares fois que cette personne, jusqu'à sa mort, va aller utiliser son ancienne voiture. Et donc l'impact net est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer dans certains domaines. Et donc si vous prenez la responsabilité de dire c'est ça qu'il faut faire, ça veut dire que vous avez la capacité aussi d'aller mesurer et d'être certain de l'impact net que vous aurez. Et ça c'est très dangereux. Pardon ? Finance Plus, dites-nous un peu plus de Finance Plus. Sincèrement, la Finance Plus, peut-être que c'est moi-même qui l'ai créée maintenant. Je dirais parce qu'en microfinance, quand on parle de microfinance plus, quand il s'agit de l'éducation financière, l'éducation sur la santé, l'éducation sur le business, l'éducation sur beaucoup de choses. Maintenant, non, c'est un produit qui n'est pas financier pour les clients. Donc c'est pour cela que je demandais si selon vous, l'éducation financière dans le système capitaliste, on peut l'appeler Finance Plus. Merci. C'était une clarification. Je pense que vous avez une réaction, non ? Merci. Donc vous avez dit que, je le comprends bien, ce serait contraignant que l'État désigne ce qui est responsable ou pas. Mais en matière de CSR, il y a bien des standards sur lesquels les entreprises peuvent se reposer pour être considérées comme plus ou moins responsables. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'un investissement responsable se fait dans une entreprise qui a un plus ou moins haut niveau de responsabilité sociale, comme ils sont... comme les niveaux qui sont donnés par des codes standards comme le GRI ou l'ISO de 26000 ou d'autres codes standards comme ça. Moi, ma réflexion était une réflexion plus sur ce que les pouvoirs publics doivent dans un monde idéal faire et ne pas faire. Et je pense que, pour le redire, que l'État a un rôle bien entendu à jouer et peut-être que on a l'impression qu'on paye déjà trop d'impôts peut-être et ce genre de choses, mais que dans la dimension réglementaire, l'État a certainement sur le plan environnemental à être encore plus intrusif demain qu'il ne l'a été hier. Mais il faut le souhaiter. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que ce soit à l'État à décerner des gommettes vertes, blanches ou rouges en fonction, parce que une fois que l'État aura fixé les règles, il n'a pas sauf s'il y a qu'il y a un référendum et qui dise voilà, la population belge est très sensible au travail des enfants et donc toutes les entreprises qui respectent telle ou telle norme. Mais vous pourrez trouver quelqu'un de correct qui va dire mais vous savez, le travail des enfants, finalement, ça peut avoir des vertus sociales. Peut-être que dans une famille, il y a un gamin qui va être le sacrifié de service, mais avec ce qu'il va gagner, ça va permettre d'envoyer l'autre gamin à l'école. Alors, je sais que je donne un exemple très violent, hein, on se comprend. Hein. Mais c'est pour vous dire qu'on est dans des domaines. Alors, l'État dit, j'interdis aux gamins de travailler avant 14 ans, avant 16 ans, avant 12 ans. Voilà, ça c'est ce que moi j'attends d'État. Mais si l'État vient me dire, voilà, vous aurez une gommette verte, c'est interdit en dessous de 12 ans, mais si vous limitez, si c'est 14 ans, vous aurez une gommette verte. Mais oui, mais ça c'est un critère, et puis je veux pondérer ça par rapport à d'autres critères. Et j'ai envie de pouvoir, moi, choisir. Je me dis, mais en l'occurrence, chez Orcadia, c'est pas nous qui choisissons. Je vous dis, on achète, nous, la méthodologie clé sur port de MSCI. Donc mais je préfère que ce soit un opérateur privé plutôt que l'État. Je préfère que l'État garde sa fonction vraiment régalienne en disant ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Oui, je préfère cette approche-là. D'autres interventions, oui.
Donc moi, je voulais revenir sur la question des responsabilités. J'ai un peu l'impression, c'est une croyance personnelle, que justement le manque de prise de responsabilité de nombreuses personnes, des entreprises, des pouvoirs publics, est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui on est confronté à tous ces problèmes. Donc par exemple, on pourrait se dire qu'investir dans des panneaux solaires ou de l'éolien, c'est positif. Cette entreprise de génération électrique se dit par contre, ce qu'on fait avec cette énergie, ce n'est pas ma responsabilité. Et je pense que ce n'est pas vrai. Si c'est pour faire des panneaux solaires et de la génération électrique verte, pour fournir des mines de cuivre ou ce genre de choses, c'est se déresponsabiliser. Et je pense que c'est un des problèmes. Et donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc, je vous rejoins. La difficulté, ce sera évidemment de où tirer la ligne. Vous aurez pensé que produire de l'essence, c'est moche. Mais si c'est l'essence qui va être le carburant de l'ambulance qui va amener votre grand-mère à l'hosto, vous serez contente qu'elle existe, évidemment. Donc c'est très très difficile d'aller déterminer dans l'utilisation. On le sait bien en finance. Je veux dire, la finance, avec ses produits dérivés et tout ça, a fait des trucs qui ont une véritable utilité sociétale potentielle, mais qui peuvent aussi être des bombes qui explosent à la figure, quoi. Donc, très très souvent, les produits, je veux dire, moi je suis arrivé ici, moi je suis très porté sur le sucre, je vois des petits gâteaux, je salive depuis tout à l'heure à l'idée du gâteau, quoi, et j'espère bien qu'avec Vincent on va en prendre un tout à l'heure, mais c'est un appel du pied, mais en même temps on doit se préoccuper de l'obésité qui est un problème majeur pour nos sociétés, et donc est-ce que je vais pas aimer quand une entreprise à la Coca-Cola va faire de la publicité en disant bouger, ça c'est bon pour la santé, et paye des médecins pour faire croire que ce qui compte c'est faire du sport, sous-entendant vous pouvez boire toutes les crasses que vous voulez pour peu que vous fassiez un petit peu de sport, ça ira bon pour votre santé, alors que c'est tout à fait faux. L'essentiel en termes de santé, c'est d'abord bien se nourrir avant de faire du sport, et donc là j'aurais des reproches, mais en soi reprocher à un fabricant de biscuits de fabriquer des biscuits, c'est difficile, ça va être la quantité de biscuits que je vais manger qui va être mon problème. Et voilà, alors là où l'investissement responsable trace la ligne, c'est qu'en général, par exemple, on va souvent dire les fabricants d'armes j'exclus. Alors que, écoutez, moi je suis content que la police ait des armes. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec ça dans la salle, hein, mais a priori, toute arme n'est pas malfaisante à mes yeux. Voyez ? Donc j'ai envie de dire, on interdit l'alcool, alors qu'a priori, un peu d'alcool, où est le problème ? Il y a des choses sur lesquelles on sera d'accord, mais il y en a d'autres où on sera, vous savez, ici, trouver un consensus. Est-ce que l'alcool c'est responsable, oui ou pas ? Non mais je veux dire, on peut se poser la question, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait un consensus, quoi. Donc il y a l'alcool, il y a l'essence, il y a plein de trucs, les voyages en avion. J'ai ma sœur qui habite en Italie, je vais dire à ma maman de 85 ans de ne plus voir sa fille. Ah bah non, elle a. Oui quoi, je vais définir à chacun. Il y aura le bureau des autorisations. Ma maman, si c'est pour sa fille, va recevoir l'autorisation. Et puis il y aura je ne sais quel régulateur qui dira moi pour y aller en vacances, ça non. Donc on sait que c'est très, on est sur un terrain très 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 difficile. Oui. Ouais, prenons l'exemple de l'avion. Qu'est-ce que moi j'attends ? J'attends que chacun d'entre nous agissions en âme et conscience, que celui qui a vraiment envie d'aller en avion se dise, ben ok, mais je deviens végétarien, ce que j'économise en incidence environnementale, enfin voilà, que les gens, et simultanément, que l'État dise un billet d'avion, c'est autant de CO2, la tonne de CO2, on la facture à $250 la tonne, parce que c'est vers ce genre de grandeur qu'il faut aller, et voilà, et que le prix, qu'on internalise l'externalité liée au déplacement. Ça, c'est ce que j'attends des pouvoirs publics, c'est qu'ils nous fassent internaliser les externalités, positives et négatives, et puis pour le reste, que nous soyons sensibilisés. Mais voilà, comment je répartirai le problème. Ça pointe vers la complexité que tu évoquais tout à l'heure aussi. C'est difficile de savoir. Oui, mais ça veut dire que finalement, on doit beaucoup plus travailler sur. On dit toujours, tu m'as donné l'idée avec les produits financiers, parce qu'on dit don't blame the knife for the murder, hein, ne pas blâmer le couteau pour le meurtre, mais le meurtrier.
Donc c'est sur le comportement qu'on doit travailler. Je prenais l'exemple, qui est un exemple, bon, il faut rester dans ce cadre de l'exemple, hein, il ne faut pas comprendre autre chose que cela, mais la personne qui est en pension et qui finalement, effectivement, ne peut plus garder sa voiture, au lieu de mettre une taxe, etc., et qu'elle reste dans son concept de racheter une autre voiture, il faut surtout la convaincre qu'elle pourrait avoir un comportement différent, il faut l'attirer vers un autre comportement, et on ne va pas interdire les voitures en soi, ça ne va pas changer la mentalité des gens. Mais essayer d'arriver à d'autres comportements chez les gens, ça aura beaucoup plus d'impact à la fin. Et ça nous évitera de mettre des listes comme ça de choses qui sont bonnes ou mauvaises. Sinon, on va tomber comme dans le film des inconnus où on leur met des images, ils disent bien, pas bien. Et ça, c'est pas. On tombe dans des dérives alors qui sont graves parce qu'en plus, dans des domaines où on ne sait pas justement encore ce qui est bien et pas bien. Et puis par rapport aussi à l'histoire de produire des moyens nouveaux pour pouvoir s'en sortir mieux, il y a aussi une question d'évolution qui n'est pas du tout évidente à comprendre. Beaucoup de gens vont dire aujourd'hui l'activité industrielle est très polluante à cause du transport. Mais le jour où les transports sont aussi électriques, est-ce que ça sera toujours autant ? Et donc, au fait, il y a, étant donné ce qui se passe maintenant et étant donné ce qu'on pourra mettre en place dans le futur. Et ça, c'est des choses qu'on maîtrise très très peu. Par contre, si on réduit effectivement les choses dans notre comportement, là on sait que ça aura un impact. Il faut savoir, quand on prend un long courrier pour aller en Asie, si on prend une fois moins l'avion par année, ça a un impact énorme, bien plus grand. Quand on voit, c'est des tonnes de kérosène, ça a un impact qui est extrêmement plus grand que le fait de dire « ah ben non, faisons tel choix à très court terme ». On a le temps pour une dernière question. Question un peu plus technique aux experts pour terminer. Que peuvent faire les banques pour intégrer le risque climatique dans leur gestion des risques ? Oui, ça complète. J'avais une question sur le bout de la langue aussi. Qu'est-ce que peuvent faire les financiers eux-mêmes, à part dans leur investissement, dont il a beaucoup été question, qu'est-ce que peuvent faire les financiers eux-mêmes dans leurs produits, dans leur façon de fonctionner, pour être plus responsables ? Mais d'abord la question sur le climat. Je répondrai en pensant aux green bonds. En fait, je pense que donc ce sont ces obligations vertes, c'est-à-dire en clair que c'est permettre à des entreprises de se financer moins cher si ce qui est financé, ce sont des activités qui sont plus compatibles avec la durabilité. Et ça me permet de faire le lien avec ce que je disais dans mon introduction, avec la surprenante surperformance des entreprises responsables. Un des facteurs explicatifs de cette surperformance, c'est à côté de la plus grande motivation des travailleurs qui préfèrent travailler dans une chouette entreprise que dans une entreprise qui serait moins chouette, à côté de la plus grande loyauté des clients qui montrent qu'ils sont plus attachés à une entreprise qui a une chouette image, à côté de l'évitement d'un certain nombre de risques de réputation, il y a le fait que les entreprises vertes ou moins polluantes se financent moins cher. Le coût du capital est moins élevé dans leur chef parce qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à se satisfaire d'un rendement un petit peu moindre pour peu que ça serve ça. Alors je dis, ah oui, mais donc ça c'est des investisseurs altruistes ? Pas nécessairement, parce qu'en fait, il y a la dimension altruiste possible, il y a aussi la dimension de réduction des risques, parce que l'entreprise qui se préoccupe d'avoir eu des bateaux à double coque à un moment où ce n'était pas encore obligatoire, réduisait son risque de marée noire par rapport à celle qui faisait. Et donc, prêter de l'argent à une compagnie maritime qui utilisait des bateaux à double coque, c'était prendre un moindre risque que de prêter de l'argent à une entreprise qui a une compagnie maritime qui utilisait des bateaux à simple coque. Et donc, moi je pense que les mécanismes financiers peuvent être des leviers. De nouveau, c'est pas des leviers exclusifs et c'est pas des leviers radicaux, mais que ce sont des leviers intéressants pour amener le changement. Et donc, l'entreprise se dit, avec mon double coque, je me finance à tel taux. Avec une simple coque, mon coût de financement est plus élevé. Donc, de facto, ça revient à rendre moins cher la double coque.
on doit se réjouir que finalement la double coque ait été imposée à tous les bateaux de cargo. Mais donc ça montre bien la complémentarité entre ce que peut apporter le régulateur, l'action publique, l'action citoyenne et d'autre part le fait des marchés financiers. Bon, c'était l'exemple des risques extrêmes tantôt que je disais. Si on peut éviter les risques extrêmes avec le SRI, effectivement, on s'y retrouve mieux. Dans les marchés, il y a deux types d'instruments. Il y a l'instrument de base, sous-jacent, de financement, en type de contrat de financement, et puis les instruments dérivés au-dessus. Ce qu'on sait, c'est que, pour donner une petite note philosophique, il faut essayer de travailler à travers les instruments de financement de base, parce que le produit dérivé, au fait, qui essaye de répartir les risques autrement, lui, c'est très bien, mais pour des risques extrêmes, c'est savoir que quelqu'un d'autre a pris le risque, mais que j'ai toujours le risque extrême, en fait, notamment au niveau climatique. C'est un risque qui nous touchera tous, et pas seulement ceux qui ne se sont pas couverts. Et donc, quelque part, ces instruments-là sont tout à fait inutiles pour essayer de toucher à terme à des risques extrêmes, si ce n'est de répartir ce qui pourrait se passer dans le court terme entre des agents du marché. Par contre, les mécanismes de financement d'activités vraiment fondamentales, là, on peut avoir un impact, effectivement, comme le cas des green bonds. Il y a un petit truc technique que j'aime dire. Il y a juste la question quand même, c'est qui contrôle le contrôleur, hein. On peut toujours se demander qui contrôle que celui qui définit que c'est un green bond applique bien les bons critères, etc. Un petit élément un peu technique dans le droit fil de ce qu'on a dit sur ces agences de notation ESG. On le sait, avec la crise financière, que les agences de notation, les Moody's, les Standard & Poor's sont sortis de là avec une réputation plus qu'entachée. Et on en connaît la raison, c'était le conflit d'intérêts. C'est parce qu'en fait, elles étaient payées par les entreprises à qui elles donnaient des bulletins, et par ailleurs, elles conseillent les entreprises sur savoir comment monter les produits pour recevoir une bonne note, quoi. Il n'y a pas lieu de faire un parallélisme direct entre ces agences de notation financière et les agences de notation ESG. Parce que qui paye les agences de notation ESG, ce ne sont pas les entreprises qui sont notées, ce sont les investisseurs. C'est par exemple nous qui payons à MSCI chaque année une facture. Et donc ça éloigne ce risque. Et sur l'historique que l'on a maintenant et qui dépasse largement la décennie, ces grandes sociétés de rating, que ce soit MSCI, que ce soit Sustainalytics ou d'autres, on ne peut pas dire qu'elles ont été prises dans des scandales parce qu'elles auraient donné un bon bulletin à des entreprises qui se seraient révélées être des entreprises foireuses. Alors parfois elles se sont trompées. Certains par exemple avaient considéré que Volkswagen c'était une chouette entreprise, mais parce qu'effectivement elles ne savaient pas que Volkswagen trichait. Mais donc il n'y a pas de cas établi où une entreprise en connaissance de cause a quand même donné un bon bulletin à une entreprise qui ne le méritait pas. C'est plutôt optimiste alors comme conclusion. Merci beaucoup, merci à vous surtout. Rendez-vous au prochain Management de Café. Attention au lieu, puisque maintenant vous avez vu, on a des managements de café qui peuvent changer de lieu. Merci Étienne, merci Hugues, merci à vous.